Il y a des jours où créer c'est facile, où les idées viennent, où les mains suivent. Et puis il y a les autres jours, avec les doutes, les blocages, la petite voix qui nous dit à quoi bon. Dans Eh ben c'est bien, j'ai eu envie de tendre le micro à celles et ceux qui font, qui créent, qui bricolent, qui tissent ou imaginent, des artistes ou des artisanes, pros ou amateurs, pour qui la créativité est une nécessité, un espace d'expression, un refuge ou un engagement. Eh ben c'est bien, c'est cette expression qu'on a tous et toutes entendue un jour, quand on tente d'expliquer ce que l'on fait et pourquoi on le fait, et qu'on nous répond cette phrase, avec un sourire poli, comme pour clore la conversation. Ici, on rouvre cette discussion, on prend le temps, on est curieux. Je suis Lorna et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Fantine Morelière. Fantine a cette capacité de transformer tout ce qu'elle touche en or. En effet, elle a une vision esthétique incroyable qui fait qu'elle est reconnaissable entre tous. En plus de ça, d'avoir créé sa marque, c'est une prof incroyable, douce et pédagogue. Elle a ce don de donner envie à ses élèves d'aller plus loin, d'en savoir toujours plus. Sa bienveillance, sa créativité font d'elle une artiste et une artisane qu'il faut suivre et si vous avez un peu de chance, qu'il faut connaître. Sa créativité ne cherche pas juste à rendre jolie, mais à être authentique et responsable. Dans ce podcast, on va parler avec elle de son parcours, de ses valeurs et de ce que ça veut dire d'être créative aujourd'hui. Merci Fantine d'être là. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a mené à créer ta marque Billy Mo? Alors, ce qui m'a amené à créer ma marque, je dirais que c'est l'envie de faire un métier créatif. Donc, j'ai grandi en Auvergne dans une famille de personnes plutôt créatives. Mon père et mon frère travaillent le bois. Ma sœur a fait le beaux-arts. Ma mère est plutôt côté littéraire. Mais du coup, j'ai quand même un peu baigné là-dedans. Mais ça a pas été toujours une évidence pour moi de faire un métier créatif. En sortant du bac, j'avais pas du tout envie de faire des études, donc j'ai fait plein de petits boulots différents. Et j'ai pas mal bossé en médiathèque. Et quand on me proposait un poste permanent en médiathèque, je me suis dit, attends, en fait, je vais pas faire ça toute ma vie, je vais trop m'ennuyer, donc je vais changer d'idée. Et c'était un moment où je cousais beaucoup pour moi. Ma mère m'avait offert une machine à coudre pour mes 20 ans, un truc comme ça. Et du coup, j'en ai fait à fond chez moi pour le plaisir. Et j'ai même passé le CAP couture pour voir si j'avais un quelconque niveau. Et comme je l'ai eu et que ça a concordé tout ça avec la fin de la médiathèque et tout, je me suis dit, go, je pars à Toulouse faire une formation de couture. Enfin, c'était couture et design de mode, patronage, modélisme, etc. Et donc, j'y suis allée un peu avec cette idée qu'en sortant de formation, j'allais créer ma marque. Du coup, tu as créé ta marque Billy Mo à la sortie de ces études-là. Elle a quand même pas mal évolué depuis que tu as commencé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette évolution, sur les choix que tu as dû faire euh, pour, euh, pour continuer à la faire vivre Effectivement, ouais, ça a pas mal évolué. Mon idée de base, c'était de faire une marque de vêtements. euh, avec l'envie de proposer des petites collections de vêtements éco-responsables, faits en France bien sûr, faits par moi quoi, et faits dans des matières genre coton bio, etc. Ça, c'est une réflexion qui m'était venue notamment pendant la formation. Je sais pas que je m'intéressais pas à la mode avant, mais je me suis vraiment rendu compte en formation qu'il y avait des matières et des conditions de travail dans l'industrie de la mode qui étaient juste catastrophiques, et on en parle beaucoup plus aujourd'hui, donc je pense que les gens sont un peu plus au courant, mais il y a 8 ans, 9 ans, quand j'ai fait la formation, c'était un peu moins médiatisé. Et du coup, donc je suis partie avec cette envie-là, ce qui m'a rapidement confrontée à des challenges. Parce que trouver des matières responsables, mais pas hors de prix, c'était un peu compliqué. D'autant que j'étais une petite marque, donc j'achetais des petites quantités de tissus. Sur les salons de tissus, les fournisseurs ils vendent à des grosses marques, donc ils te vendent des 500 mètres de tissu
moi j'arrivais en disant: «Eh, 10 mètres, ça marche aussi ou?» Donc voilà, c'était pas si évident que ça et surtout, je me suis rendu compte que ça représentait une quantité de travail énorme pour une seule personne, que ce soit de dessiner les vêtements, de patronner, de faire les prototypes, de faire les gradations, donc les déclinaisons dans différentes tailles. C'était juste, colossal, en plus de, toutes les casquettes de l'entrepreneur, genre, compta, communication et cetera, qui étaient pas du tout mon métier, du coup. Donc ça a fonctionné un moment parce que c'était le covid et que j'avais du chômage, mais du coup, enfin, on peut pas dire que ça a fonctionné, c'est juste que j'ai eu le temps de le faire et de l'expérimenter. Mais je me suis vite rendu compte que j'allais pas en vivre, quoi. Donc, je me suis mise à donner des cours de couture. Et ça, pour le coup, ça a bien marché parce que Covid aussi a ramené les gens vachement à des métiers, enfin, pas à des métiers, à des activités manuelles. Donc ça, c'était chouette. Et je me suis mise sur la plateforme Weekendoo au bon moment parce qu'ils n'étaient pas encore trop connus et il n'y avait pas de cours de couture sur Toulouse sur Weekendoo. Donc ça m'a vachement aidé aussi à me ramener du monde à l'atelier. Et donc le métier que je pensais faire de créatrice de mode est devenu plus à 89% prof de couture. Ce qui me va aussi, hein, j'adore donner des cours, mais du coup, mon projet, il a complètement évolué. Et du coup, pour la marque de fringues, petit à petit, j'ai dû laisser tomber parce que voilà, ça représentait trop de travail pour pas vendre assez de pièces. Mais j'ai quand même gardé les sacs bananes parce que c'était une pièce que j'avais faite dans une des dernières collections qui avait bien fonctionné. Et je suis juste trop fan de cet accessoire parce que je le trouve trop cool et ça me permettait de garder une partie création qui nécessite malgré tout moins de matière et moins de temps de confection qu'une collection de vêtements. Donc j'ai axé Billiemo sur les sacs bananes et j'ai gardé les cours pour manger. Tu parlais de l'impact environnemental de la mode, qui est, je crois, le deuxième plus gros pollueur au monde, sans parler de l'impact social qu'il y a dans les pays où la plupart des vêtements sont fabriqués. Enfin, c'est terrible. Est-ce que, du coup, où est-ce que tu placerais l'artisanat aujourd'hui dans un monde où la fast fashion est quand même maîtresse du marché? Et est-ce que ça a influencé ton choix de ne plus faire de fringues et de te concentrer sur des bananes, par exemple, ou pas du tout? Oui, je crois que cette envie de faire une petite marque artisanale, elle voulait justement prendre un peu le contre-pied de cette industrie de la mode et de la fast fashion. Après, dans la réalité, on pèse pas grand-chose dans la balance. Après, c'est super important qu'il y ait des gens qui reviennent à ça et des personnes pour consommer cet artisanat et pour montrer que c'est encore possible. Et d'ailleurs, enfin, j'ai l'impression que ça fonctionne de plus en plus, donc il y a quand même de l'espoir pour la suite, même s'il y a du chemin à faire. Mais malgré tout, quand quand je faisais encore des vêtements, mais même là avec les sacs bananes, même en étant une toute petite marque, je me pose la question de est-ce que ça sert à quelque chose en fait de produire encore de la matière là où il y en a déjà trop? Et est-ce que la solution, ça serait pas juste d'arrêter toute production de fringues parce qu'en fait, là, si on s'arrêtait de produire, il y aurait quand même assez de matière textile et de vêtements déjà fabriqués, je pense, pour habiller tout le monde sur au moins une génération. Enfin, j'en sais rien, je me rends pas du tout compte, mais voilà, il y a énormément de matière déjà. C'est pour ça qu'il y a aussi il y a aussi plein de créateurs, créatrices qui font de l'upcycling et ça, c'est trop cool.
Euh, je me suis posé la question de l'upcycling sur les sacs bananes, mais j'avais envie d'un objet, enfin j'avais envie d'un accessoire plutôt qui dure dans le temps et pour le coup, j'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit qu'une matière vraiment costaud, neuve pour le coup, mais imperméable comme je le voulais, etc., serait plus adaptée à un accessoire pour qui dure plus longtemps. Et là, c'est vrai que je les porte depuis un moment et que je me rends compte que, enfin, depuis les plus vieilles que j'ai faites, c'était il y a peut-être 3 ou 4 ans. Et que je vois qu'elles n'ont pas bougé, donc c'est exactement ce que je voulais. Après, voilà, régulièrement, je me dis, mais pourquoi continuer à en fabriquer alors que il y a déjà plein de choses existantes, quoi. Ouais, mais si t'arrêtes de fabriquer, en fait, j'ai l'impression que si l'artisanat s'arrête, c'est quand même une forme de résistance à la fast fashion et tout. En fait, je me dis, si tout le monde se dit, bon, bah, en fait, ça sert pas à grand chose là ce que je fais, et au contraire, ça rajoute, ben, les gens de la fast fashion auront gagné parce que eux ne s'arrêteront absolument pas de produire. Par contre, il y aura toujours 5 ou 6 saisons, enfin, nouvelles collections par an, là où il y a quelques années, il n'y en avait que 2. Euh, mais ça va aller en s'accélérant et perso, je trouve que c'est quand même ultra important de montrer qu'on peut consommer autrement, même si ça rajoute de la matière. En fait, c'est des matières qui résistent, sont des accessoires qui résistent au temps. Puis, enfin, c'est plutôt cool de se dire, bon, bah voilà, je sais où ça a été fabriqué. Potentiellement, tu as rencontré en plus les gens à qui tu l'as vendu. Donc, ça crée aussi un lien, tu vois. Mais si on part dans une utopie, comment toi tu verrais la consommation de la mode? Comment tu le ferais? Parce qu'il y a aussi une histoire de coût, finalement. Parce que quand c'est fait en France avec des tissus français ou quoi, le coût est quand même assez cher. Tout le monde ne peut pas se l'offrir. Et du coup, comment toi tu le verrais dans le monde idéal, la consommation de la mode et la fabrication de la mode aussi? Dans un monde idéal, bon, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que si on prenait des vraies mesures et qu'on freinait, je peux pas dire stopper la fabrication parce que comme tu dis, ça n'arrivera pas. Mais si on freinait sérieusement la fabrication, déjà il y aurait encore trop de matière existante. Donc je pense que ça serait de limiter les grands groupes à un nombre de pièces ou un nombre de collections par an qui éviterait en fait de se retrouver avec un surplus de fabrication qui est ensuite détruite ou exportée dans des déserts à ciel ouvert. C'est une aberration. En fait, comme tu dis, il y a des gens qui peuvent pas s'acheter des vêtements, mais en fait, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes qui sont en train de pourrir en Afrique. Donc, ça serait repenser ça de manière intelligente et bah, de redistribuer les vêtements qui vont être détruits à des gens qui en ont besoin et de largement réduire la production, peut-être pour les artisans d'offrir des aides soit à la fabrication pour l'artisan, soit à l'achat pour le consommateur. Je sais pas, je suis pas économiste et je sais pas du tout mon métier, mais enfin évidemment qu'il y a des choses à faire parce que quand on fait le constat, c'est juste débile en fait la manière dont c'est géré. Donc, mais c'est vrai pour la bouffe, c'est vrai pour plein d'autres trucs, hein. C'est pas que le textile, c'est que moi je m'intéresse à ça, mais Tu as une identité graphique très reconnaissable pour les bananes, pour tes porte-monnaies aussi. Tu as fait d'autres œuvres dont on parlera peut-être plus tard. Je pense notamment au petit cadre en bois tissu, même dans la déco de l'atelier ou quoi. Enfin, il y a toujours, on sait que c'est toi. Et du coup, je me demandais ce qui t'inspirait pour créer. Est-ce que ces inspirations ont évolué au fil du temps ou pas? Ou t'es resté sur des choses qui te plaisent depuis toujours? ouais, je pense que j'ai une base de mes goûts qui est là un peu depuis toujours. Après, évidemment, comme n'importe qui, les goûts évoluent et les modes changent. Et évidemment que mes goûts, ils collent aussi certainement à la mode.
Mais du coup, oui, je pense que j'ai un goût de base qui est peut-être des choses un peu minimalistes mais colorées. Euh, J'adore les color blocks, des formes simples, distinctes, un truc un peu enfantin des années 90. Il doit me rester ça de mon enfance. Euh, et après, qu'est-ce qui m'inspire? Ben, plein de choses autour de moi. Je peux être inspirée par un ensemble de couleurs que je croise dans la rue, sur un bâtiment, ou il y a plein d'illustrateurs que j'aime bien. Je peux en citer deux, trois. Il y a Klaus Kremers qui fait des petits persos tout simples, tout mignons dans des situations du quotidien. J'aime trop les couleurs et les formes assez simples. Le fait de pas forcément respecter la perspective. Enfin voilà, c'est un truc un peu naïf comme ça que j'aime bien. Agathe Brio, Gaël Correa que j'adore, avec qui on va peut-être faire une collab cette année d'ailleurs. Ça serait trop bien, ouais. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de motifs dans ce que je propose, même quand je faisais des fringues. Et j'aimerais bien ramener du motif. Et Gaëlle, elle fait des impressions sur textile aussi, donc ça peut être chouette. Voilà, après, je sais pas, ça peut être ouais, de l'archi d'intérieur, de la photo. Mais c'est vrai que enfin, je retrouve des choses assez similaires, quel que soit le support, Ouais. dans les choses qui me plaisent et qui m'inspirent. Ouais. Aujourd'hui, comment tu trouves l'équilibre entre la création que tu fais et les contraintes que ça amène d'être auto-entrepreneur et d'être artisane dans un milieu où il y a quand même beaucoup, beaucoup de créateurs? Comment tu arrives à trouver cet équilibre-là? Ben, c'est vrai que je passe peut-être un peu la création au second plan, avec une routine où je sais que ben j'ai mes cours, c'est calé, ça me fait un salaire. Et, et j'ai aussi ben, la boutique Bizo où j'expose mes bananes, où je sais que je refais du stock quand j'en ai plus. Ça, c'est un peu calé, quoi. Mais du coup, j'ai une envie de créer qui est toujours là, hein. C'est juste que bah, je prends pas toujours le temps, enfin, j'arrive pas toujours à me caler un espace mental et de temps pour ça. Euh, Et il y a aussi le fait que mes envies de création, elles vont vers d'autres choses maintenant, je crois, vers d'autres matières. Et du coup, je me dis que j'ai un peu à réapprendre si je veux aller vers du bois, parce que bah, là, j'ai fait des trucs en bois, mais ça peut être de la céramique, ça peut être d'autres choses. J'ai envie d'aller vers d'autres matières, mais il y a, en plus de passer le step de la création, de faire l'apprentissage de la matière. Donc je suis un peu keblo là en ce moment là-dessus. Mais j'essaye de me redonner l'espace de création dont j'aurais besoin. Aussi en créant sans but de business. Parce que ça, c'est un sujet aussi, c'est que j'ai fait un métier créatif et c'est super, mais je crois que ça m'a aussi un peu coupé ma créativité, en fait, parce qu'il y a eu une notion d'argent qui est arrivée, de ce que je crée, ça doit être rentable. Et en fait, c'est pas bon, parce que maintenant, quand je me mets à créer un nouveau truc, je me dis, ah bah attends, faut que ce soit rentable, donc il faut que je le fasse vite, ou il faut que je le fasse avec des matériaux moins chers, ou voilà. Donc ça, c'est pas ouf, et je pense que c'est le cas de plusieurs créateurs, créatrices. J'en ai déjà parlé avec d'autres artisans, et c'est chiant de dépasser ce truc-là, de savoir refaire des trucs juste pour soi et juste pour expérimenter sans notion d'argent derrière. Ok. Ça me fait penser aux réseaux sociaux.
ce que tu es en train de dire parce que au-delà du business, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi l'injonction à produire et à montrer ce qu'on fait. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait beaucoup de créateurs qui n'aient pas de page Instagram ou Facebook ou aujourd'hui TikTok aussi, parce que j'ai l'impression que ça marche énormément sur cette appli-là. Euh, Comment toi tu le vis, cette injonction? Est-ce que tu le vis comme une injonction ou pas du tout? C'est plutôt naturel pour toi de le faire? Et comment tu t'es approprié ça aussi? Parce que il y a 7 ans, je pense qu'il n'y avait pas la même ampleur des réseaux qu'il y a aujourd'hui. Comment toi tu t'es adapté? Comment tu l'as vécu? Alors, c'est pas naturel, non. C'est pas naturel. C'est pas naturel pour moi d'être sur les réseaux et de faire de la com. C'est pas mon métier déjà. Et en plus, ça me fait chier un peu. Enfin, franchement, oui, c'est pas du temps que j'ai plaisir à passer. Après, comme tu dis, c'est quasi obligatoire pour avoir une visibilité et tout. Donc, je le fais. Je pense que je joue un peu le jeu, mais je le joue. Enfin, je le joue pas assez pour que ça marche. Enfin, je suis assez irrégulière sur mes posts. Je pense qu'il y a des moments où je me tape une motive ou je sais pas, j'ai une idée et du coup je me dis ah cool, vas-y, je vais faire comme ça. Mais en fait, ça arrive pas si souvent, donc c'est pas, non, c'est pas un plaisir pour moi. Et j'aimerais pouvoir faire autrement mais c'est juste que enfin, j'ai pas cherché d'autres manières que les réseaux pour me faire connaître. Il y a des marques qui fonctionnent très bien sans, mais il faudrait faire plus de marché physique ou j'en sais rien. Mais encore une fois, j'ai pas pris le temps de le faire, quoi. Tu parlais aussi de d'autres matières que tu aimerais explorer. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu as cité le bois, la céramique. Est-ce que tu sais ce que tu aimerais en faire ou c'est vraiment juste une exploration curieuse de la matière parce qu'elle t'intéresse ou tu as déjà des idées en tête de création dont tu auras envie de nous parler? Je pense qu'à la base, c'est une curiosité juste pour, enfin voilà, pour faire des créations autres. Après, ça vient aussi avec une envie de faire évoluer la marque vers autre chose parce que je pense que le sac banane, même si je garde un amour inconditionnel pour cet objet, je- il arrive un peu au bout de quelque chose. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand tu m'as envoyé les questions de cette interview, j'étais en train d'essayer d'y répondre, mais j'arrivais pas à me concentrer, donc je me suis retrouvée sur Instagram. Normal. Euh, et donc j'ouvre Instagram et là je tombe sur un post qui était un post de Make My Lemonade qui dit les bananes c'est fini. Et je me suis dit que c'était peut-être un message de l'univers. Mais c'est vrai que enfin, ce qu'elles disent, et c'est ce que je pense aussi, c'est que ça a eu un énorme succès à un moment donné et tout le monde s'est mis à faire des bananes, c'était génial. Et aujourd'hui, en fait, les gens, ils en ont déjà trois ou quatre. Et donc, voilà, ça arrive un peu au bout de quelque chose. Moi aussi, j'ai moins de plaisir à faire des bananes en série parce que maintenant que j'ai testé toutes les couleurs possibles et imaginables, je kiffe un peu moins faire ça. Euh, j'ai quand même envie de continuer les sacs bananes, mais plus axé sur la personnalisation, parce que je propose, avec tout le panel de couleurs de tissu que j'ai là, de composer soi-même ces couleurs pour faire une banane ben, unique, et ce que je trouve plutôt cool. Et ça, j'aime trop par contre le faire avec les gens, parce qu'il y a un échange. Ils m'envoient leurs idées, je leur renvoie des visuels, on valide ensemble le modèle et pour le coup, ça, j'ai vraiment envie de continuer. Mais pour le reste, je parle de nouvelles matières, oui, parce que j'ai envie d'aller explorer autre chose. Et je sais pas encore si ça fera partie de Biliemo ou pas, mais c'est plus, voilà, une envie d'aller tester ailleurs que le tissu, quoi. Parce que ça fait quand même quelques années que je suis là-dessus. Après, j'ai quand même bah, enfin, je sais pas, tu me demandes s'il y a des objets que je compte faire ou quoi. Je peux pas dire un objet en particulier, mais j'ai envie d'aller vers de la déco ou vers de l'art de la table. Ah, trop bien.
et ou vers de l'ameublement. Donc ça fait beaucoup trop de trucs d'un coup, mais Non, mais j'ai trop hâte de voir ce que tu fais, même si c'est pas à vendre ou quoi, on s'en fout, mais de voir ce que tu vas créer. T'as déjà... J'ai quand même fait j'en ai pas parlé, mais j'ai quand même fait les petits tableaux en bois et tissu. Ça, c'était une expérimentation que j'ai faite à peu près à la période de Noël, là, que j'ai proposé dans un pop-up des patronnes sur Toulouse. C'était un gros flop au niveau des ventes, mais c'est pas grave, c'était rigolo à expérimenter. Mais j'en ai pas refait depuis parce que toujours le truc de ton travail, s'il ne se vend pas, c'est qu'il n'a pas de valeur. Donc, j'ai arrêté de faire des tableaux en bois et tissu alors que j'aimais trop en faire. Mais je vais reprendre. Et donc ça, c'était voilà une expérimentation de mélange de matières. Vous pouvez aller voir sur Instagram parce que j'arrive jamais à l'expliquer de vive voix. Un tableau en bois et tissu, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'était l'idée de faire un objet déco pour le coup. T'as parlé de biseaux, t'as parlé aussi des patronnes. T'as fait un festival cet été qui était le Bel Air avec une autre créatrice, Gina Rose. Donc à Biseau, tu pourras nous expliquer ce que c'est, mais tu es aussi en contact avec d'autres créatrices. Oui. Est-ce que ce contact permanent avec d'autres créateurs t'amène toi à repenser la façon dont tu crées? Est-ce que on parlait de d'artisanat tout à l'heure et de fast fashion et tout ça. Est-ce que pour toi, justement, ces réseaux-là peuvent aider à créer quelque chose de plus grand et, j'allais dire, de plus résistant à, à la consommation de masse ou pas? Voilà. En fait, comment ça t'influence dans ta vie de tous les jours d'être en contact avec tous ces gens qui créent aussi? J'aime trop ce genre de collectif parce que oui, c'est des métiers qui sont solitaires, la création. Enfin, bon, moi, pour le coup, je donne des cours aussi, donc j'ai moins cette sensation de solitude, mais il y a des personnes qui bossent tout le temps, toutes seules, toute la journée, quoi. Donc, je trouve ça trop bien qu'il y ait des collectifs qui se rassemblent pour proposer des points de vente ou faire des événements ensemble ou, comme les patronnes, je crois qu'elles font des réunions, bah, pour parler de leur quotidien d'entrepreneuse et voilà, voir si elles peuvent s'aider mutuellement. Donc c'est génial. Euh, et ça donne carrément plus de visibilité sur des événements, des marchés de Noël ou des pop-up, bah, de communiquer toutes vers un lieu de vente plutôt que de communiquer chacun dans son coin. Donc oui, carrément, c'est super. C'est super motivant et porteur, surtout qu'en général, c'est avec des gens trop cool, trop mignons. Donc voilà, moi je reste aussi, enfin en majorité chez Bizo pour ça, hein, parce que bah évidemment, je fais des ventes et c'est chouette, mais c'est surtout pour avoir un lieu collectif et échanger avec d'autres créateurs. Et j'adore la dynamique que ça nous apporte, ouais. Ok. Quand tu crées, je vais parler du tissu parce que c'est peut-être la matière dont que tu as le plus utilisé. Quand tu as envie de créer, est-ce que tu te bases sur une idée qui va te venir en tête comme ça, genre ça pop, ah tiens, t'as vu un truc qui t'a inspiré ou quoi? Ou est-ce que ça va venir d'une matière qui te plaît au toucher ou à la vue et tu te dis putain, j'ai trop envie de faire cet objet-là avec ça? Comment tu... C'est quoi ton processus créatif en fait? C'est une bonne question. Je sais pas si j'ai un processus créatif qui serait toujours le même. Enfin, pour les fringues, je sais que c'était plutôt, enfin, ça me venait de ma tête. J'imaginais une fringue, je la dessinais et après je la mettais en matière. Mais par exemple, pour les petits tableaux que j'ai faits là, c'était une envie d'essayer une machine qui s'appelle la scie à chantourner. Parce que j'avais vu mon père faire et je me suis dit: «Ouais, mais cette machine a l'air incroyable» et du coup, j'avais envie de combiner ça avec du tissu donc j'ai imaginé une manière
de faire des découpes de bois avec cette fameuse scie et d'y inclure des petits patchworks de tissu. Donc c'était plutôt... Oui, c'était plutôt dans l'autre sens là. Ok, ok. Euh, Tu parlais aussi donc de faire des bananes personnalisées. Donc comment ça se passe? Est-ce que c'est quand les gens viennent faire des ateliers où tu leur proposes justement de choisir les tissus et tout ça? Ou est-ce que c'est via ton site ou via Instagram où tu vas proposer telle forme de banane et proposer avec les tissus que tu as et ils choisissent. C'est en donnant aussi des cours et en animant des ateliers fabrique ton sac banane que dans les dans les ateliers, les gens choisissent leur tissu. Et je trouvais ça cool de les voir combiner les couleurs comme moi j'aurais pas forcément pensé à les faire ou en fonction de leur goût. Et donc ça, c'est quand les gens viennent à l'atelier fabriquer leurs bananes. Et du coup, je propose ça aussi sur mon site ou sur Insta. Enfin, il y a une petite fiche à remplir où là, c'est moi qui vais fabriquer la banane, mais c'est les personnes qui me disent je veux, avec les couleurs que j'ai en stock, du jaune sur le devant, du bleu sur le derrière, du orange sur les côtés, la fermeture noire, voilà. Donc ça, alors, enfin, la fiche, elle est téléchargeable sur mon site, mais je cherche surtout là à le faire de manière plus automatisée sur le site, comme quand tu peux faire une personnalisation de sneakers là sur les sites de basket où tu choisis tes couleurs et tout et que ça le fait en direct. Je n'ai pas ces compétences-là. J'ai un copain qui est sur le coup, mais voilà, j'ai envie de mettre ça en place pour que ce soit plus simple et que les gens surtout aient le résultat en direct plutôt que qu'ils me disent une liste de couleurs et que je leur renvoie un visuel. Parce que c'est comme ça que je fais pour l'instant. Est-ce que tu te considères comme artiste ou artisane ou les deux ou aucun des deux? Je me considère comme artisane parce que quoi? Parce que je fais pour l'instant des créations qui sont utilitaires et du coup, j'ai l'impression, enfin moi dans ma définition de l'artisanat et de l'art, que dans l'artisanat, on fait plutôt des choses qui vont servir à quelque chose, des objets qui vont servir dans le quotidien et qu'un artiste va plutôt utiliser un médium, que ce soit de la photo, de la sculpture, de la peinture, un film, pour transmettre un message, pour voilà, mettre la matière au service d'une idée, d'une émotion. Voilà, moi j'ai pas cette, enfin, il y a des valeurs que je porte dans ma marque, il y a une réflexion derrière, esthétique, voilà, mais je transmets pas de message avec mon sac banane. C'est vraiment le message, c'est vas-y, porte-le et amuse-toi bien. Enfin, c'est vraiment pour que ça serve dans le quotidien des gens. C'est fou parce que je trouve qu'il y a quand même, en tout cas pour ta marque d'habits, c'est vrai que les bananes un peu moins parce que c'est voilà, peut-être que j'ai été aussi très habituée à les voir et à la porter aussi. Mais dans ta marque d'habits, je suis pas forcément d'accord sur le fait que ça véhicule pas des émotions. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait quand même, je sais pas comment te dire, mais une certaine émotion qui s'en dégageait, peut-être je vais dire une nostalgie, mais je suis pas sûre que ce soit le bon mot, mais ce truc-là où, bah, en fait, le porter, je saurais pas te qualifier l'émotion que je ressentais quand je voyais tes collections. Mais ça me l'avait fait avec la veste bleue, avec le bleu de travail. Et je sais pas, ça avait déclenché une émotion chez moi. Et du coup, c'est Oui. pas qu'utile, Non, mais je vois tu ce que tu veux vois. dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et je dis pas, enfin, je peux pas dire qu'il y a pas d'émotion parce que, bah, voilà, là, tu me parles de la veste bleue. En fait, c'était typiquement le bleu de travail de mon grand-père qui a bossé chez Michelin et j'ai eu envie de refaire un peu cette veste-là. Donc, il y a une histoire, il y a une réflexion, voilà. Mais,
je peux pas considérer que c'est de l'art parce que pour moi une œuvre d'art c'est vraiment c'est pas utilitaire. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. C'est plutôt un voilà quelque chose qui est mis au service d'un message. Et moi la veste elle avait pour but quand même d'être portée et tout et je suis contente que qu'il y ait un peu l'histoire de mon grand-père derrière, même si la personne ne le sait pas. Enfin moi je le sais quand je l'ai créé, c'est chouette, tu vois, mais si enfin, je trouve que c'est quand même de l'artisanat. Mais c'est une vraie question parce que, enfin, on a eu souvent ce débat-là avec mon frère et ma sœur, parce que pour le coup, mon frère et moi, on est artisans. Enfin bon, moi, je me considère artisane, mais mon frère est artisan ébéniste et ma sœur, enfin, elle a une pratique artistique et qui s'approche plutôt de l'art contemporain. Et du coup, on a souvent eu ce débat de artiste, artisan. Est-ce que ce qu'on fait c'est de l'art? Est-ce que ce qu'on fait c'est de l'artisanat? Et il y a un peu ce truc de hiérarchisation aussi de est-ce que c'est mieux d'être artiste ou enfin tu vois, Ouais, bien sûr. ça a plus de valeur de l'art ou ça a plus de valeur de l'artisanat. Enfin c'est juste que je pense dans la tête des gens et même moi je pense qu'en me disant artisane, c'est que je veux pas me dire artiste parce que je trouve que c'est trop ça serait m'upgrader, tu vois. Ouais. Mais c'est con parce que, enfin, c'est pas mieux ou moins bien d'être artiste ou artisan. Et je me sens pas artiste. Voilà, je me sens plus artisane. Est-ce que tu as vu quelque chose récemment que tu as envie de nous partager, qui t'a inspiré, qui t'a plu, voilà, que tu as kiffé, quoi? Donc, j'ai lu la BD Idéal, qui est une BD de Thomas Eman et Baptiste Chobard, et dont j'adore le graphisme qui ressemble un peu à des estampes. J'adore les couleurs. L'histoire, elle est un peu chelou, mais enfin voilà, c'était une super BD qui est sortie il y a quelques temps, mais je l'ai lu que là. Et je suis allée voir l'expo de Castelbajac aux abattoirs de Toulouse, qui est génial. Et en fait, je connaissais pas bien du tout son travail. Et c'était une super bonne surprise. Allez-y. Mmh. Merci Fantine d'avoir accepté de répondre à mes questions. Tu étais une des premières personnes que je voulais interroger, quand j'ai créé ce podcast et voilà, donc je suis trop contente de l'avoir fait. Je suis trop contente que tu aies partagé ça avec nous et voilà. Bah, merci à toi de m'avoir donné l'occasion de revenir sur tout ça parce que c'est vrai que je réfléchis pas tous les jours sur ma créativité et sur mes méthodes de travail. Je dis bon, bref. Je remercie aussi, Egrégor et Campus FM de nous diffuser. C'était Eh ben c'est bien.